qui est membre de l'équipe Braxton, qu'on l'appelle Captain Crumble. Je vous laisse deviner son rôle dans l'équipe. Qui a accepté de faire cette keynote, ça fait juste... ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'on te demande de nous parler de ça? C'est possible. Voilà. Et on s'est dit, bah, attends, une fois qu'elle a accepté, on a dit, bon, écoute, tant qu'à faire un petit talk, tu vas faire en keynote, ça sera beaucoup mieux. Voilà. CRS, bienvenue au Braxton. Merci. Non, c'est bon. Alors, il y a des questions qui sont très simples, et pourtant, c'est pas si facile de répondre. Alors là, je pense à pourquoi j'ai accepté de faire une keynote, par exemple. Je crois que c'est un peu trop tard. Alors, la question suivante, c'est par quoi je vais commencer? Bon, je crois que j'ai commencé, déjà. Et la question qui m'embête le plus quand je rencontre quelqu'un qui ne me connaît pas encore, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, c'est difficile pour moi comme pour vous, probablement, avec monsieur et madame tout le monde, qui ne comprennent absolument pas ce que je fais. Mais c'est compliqué aussi avec les profils techniques, notamment avec les membres de l'équipe du Brestcamp, qui me connaissent donc depuis 2 ans et n'ont pas encore compris ce que je faisais. Donc, tant qu'à faire une explication, je me suis dit, je vais mutualiser, t'aimes pas parler en public, faisons ça devant 400 personnes, ça va être génial. Alors, pourtant, j'aurais dû me douter que j'aurais des problèmes pour expliquer mon métier, parce que tout a commencé en 2009, quand j'ai choisi les études que j'allais faire. Il faut s'imaginer, été 2009, les résultats des concours aux écoles d'ingénieurs viennent de tomber. Je suis prise sur mon premier vœu, je vais aller à l'ENSAI. Alors, j'imagine que vous ne connaissez pas l'ENSAI, mais c'est bien connu dans son domaine. C'est une école qui se situe à Bru, et c'est une école pour devenir ingénieur en statistique. Alors moi, j'étais ravie, j'aimais les maths, j'aime comprendre le monde qui m'entoure, les statistiques, ça me semblait parfait. Et pourtant, j'ai vite compris que tout le monde ne partageait pas mon enthousiasme. Notamment, quand je vais expliquer à mes parents, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé mon école, j'ai trouvé ma voie, et que ma mère m'a répondu « Et si t'aimes pas, tu vas faire quoi ?» Alors, il faut s'imaginer, les cours n'avaient pas commencé, mais on partait du principe que quand même les statistiques, c'est pas funky, et que probablement je n'aimerais pas. Alors je vous rassure, ou pas, j'ai pas eu à me poser la question, en fait j'ai adoré ce que j'ai appris à l'école, et puis on avance dans les années à l'école, et il y a un moment, il faut se spécialiser, se demander, l'école c'est chouette, mais qu'est-ce que je vais faire après? Et moi j'avais pas forcément envie de me dire que j'allais suivre les voies les plus prisées à l'époque, marketing et finance, pour ne pas les citer, et que j'avais envie de faire peut-être quelque chose d'un peu plus innovant, travailler sur des problématiques différentes et plus complexes, et je me suis dit, je vais faire une thèse. Alors, je rassure tout le monde, faire une thèse, ça n'aide pas à expliquer ce qu'on fait dans la vie. Et alors, pendant 3 ans, moi, j'ai travaillé sur l'inférence semi-automatique et interactive de règles, avec ou sans vérité terrain, pour la reconnaissance de structures de documents. Alors, comme son titre ne l'indique pas, c'est une thèse en informatique. Et là, à part faire rire en soirée, le titre de ma thèse ne m'a pas beaucoup aidé. Mais c'était un sujet intéressant où j'ai travaillé sur les documents papier qui sont numérisés, ce qui m'a permis d'avoir des questions passionnantes quand j'expliquais ça sur « J'ai un problème avec mon scanner, tu pourrais pas m'aider ?» Alors, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle qui a fait une thèse, mais en thèse, on n'apprend pas ça. La réparation du scanner, c'est pas au programme. Et puis, on arrive à la fin de la thèse, et puis je me dis, allez, maintenant, tu es ingénieur en statistique, tu as une thèse en informatique, qu'est-ce que tu peux faire? Puis c'était il y a à peu près 1 an, parce que j'ai soutenu ma thèse le premier jour du Brestcamp l'an dernier, et je me suis dit, ce qui est à la mode en ce moment, c'est d'être data scientist, peut-être que ça peut te convenir. Alors après ça, j'ai trouvé un poste dans une start-up rennaise qui s'appelle Energency, et je travaille sur l'analyse des consommations énergétiques des usines à partir des données de compteurs qui sont situés dans les usines et qui nous renvoient des données. Et là, je me suis dit, ça y est, tu travailles dans le privé, les gens vont enfin pouvoir comprendre ce que tu fais. Tu as un cas d'usage où on peut comprendre le bénéfice économique et environnemental de ce que tu fais, ça va être parfait. Et je n'ai pas été déçue du voyage. Alors, quand même, j'ai gagné au change par rapport à la thèse, parce que maintenant, les gens sont persuadés que je travaille. Parce que le seul argument que j'ai trouvé quand j'étais en thèse pour faire comprendre que si, c'est un boulot, c'était « mais si, je cotise pour le chômage et la retraite ».
Alors, bon, quand j'explique aux gens, je suis data scientist, je ne les laisse pas juste avec ça, hein, parce que pour la plupart des gens, monsieur, madame, tout le monde, ça ne fait pas partie du panorama des métiers existants. Il y a quelques semaines, quand j'ai eu ma mère au téléphone et que je lui ai dit « Maman, je vais faire une keynote, je vais expliquer mon métier, je vais expliquer aux gens ce que c'est d'être data scientist », elle m'a d'abord répondu « Data quoi ?» Et ensuite, elle m'a dit « Mais je croyais que tu m'avais dit que tu étais chercheuse dans l'industrie. » C'est vrai, j'avais oublié de te donner le titre exact de mon poste parce que je me suis dit que tu ne comprendrais pas. Alors, une fois que je leur ai dit que je suis data scientist, je leur dis quand même que je suis statisticienne parce que je considère que c'est quand même mon métier au départ. Et quand on dit à quelqu'un qu'on est statisticien, ce à quoi il est le plus souvent confronté dans sa vie courante par rapport aux statistiques, c'est les sondages. Alors, bizarrement, d'un coup, je perds beaucoup en crédibilité, hein, surtout en période électorale. Alors effectivement, les sondages, hein, c'est une partie des statistiques, mais ça ne concerne généralement pas le boulot des data scientists. Et puis après, je leur dis, non, moi je ne travaille pas du tout sur les sondages, j'analyse les consommations énergétiques des usines. Et d'un coup, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais je deviens une spécialiste d'Excel. Alors, je suis désolée pour eux, mais en fait, non, je n'utilise pas Excel. Je déteste ça, d'ailleurs. Et je préfère utiliser d'autres outils qui sont beaucoup plus couramment utilisés par les data scientists, comme R et Python. Enfin, si, je sais pourquoi ils pensent à ça. Parce que généralement, juste derrière, ils sont bloqués sur une formule ou une macro et ils me demandent de l'aide. Mais... Et puis ça, c'est monsieur et madame tout le monde. Mais les profils techniques, ils n'ont pas l'air non plus de comprendre vraiment ce que je fais. C'est un petit peu flou pour eux. Quand je leur parle de data science, la première chose que ça leur évoque, c'est big data. Alors, non. Data science et big data, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Enfin, là, je suis un peu de mauvaise foi. En fait, effectivement, il y a un lien. Le big data, ça a été la mode, ça y est, on va tout stocker nos données, on va en faire plein de choses. Alors, maintenant que les entreprises ont bien stocké des données, que ça leur coûte bien cher, ils se disent, on va peut-être essayer d'en faire quelque chose d'intelligent. Et là, c'est là où moi j'interviens. Mais la data science, ça ne se résume pas seulement à ce côté big data. Effectivement, quand on a des gros volumes de données, on va pouvoir en tirer quelque chose, probablement, et on aura des problèmes d'infrastructure particuliers, mais on peut travailler sur des volumes de données qui sont beaucoup plus petits, et là, on n'aura pas ces problèmes d'infrastructure, mais on aura d'autres problèmes, notamment au niveau de la modélisation, et les plus petites données ne sont pas forcément plus faciles à traiter. Un autre aspect qui peut être assez visible du métier de data scientist, c'est la data vise. Alors, oui, la data vise, ça fait partie du métier de data scientist, mais heureusement pour moi et pour mes journées de boulot, ça ne se limite pas à ça. J'en profite pour faire passer un message. Les pie charts, c'est vraiment pas bon, ça sert à rien. Le cerveau humain n'est pas du tout capable de comparer les angles, alors restez au bar chart, ce sera mieux. Et puis, une fois que j'en suis là, quand même, en général, on me demande un exemple de ce que je peux faire de mes journées. Donc, je leur dis, par exemple, il y a des clients pour lesquels on va prédire tous les jours la consommation en électricité des 15 jours à venir. Comme ça, ils peuvent l'acheter. Parce que, en fait, l'électricité, pour les gros consommateurs, ça s'achète comme on achète en bourse. Et donc, il vaut mieux être assez bon et assez précis sur ce qu'on veut acheter. Et là, j'ai utilisé le mot qu'il ne fallait pas. Prédire. Une fois que j'ai utilisé ce mot-là, on m'imagine plus facilement avec une boule de cristal que devant mon ordinateur avec des modèles mathématiques. Et d'ailleurs, il y a 2 mois et demi, j'ai un nouveau collègue qui est arrivé dans la boîte. Et puis un jour, sur le Slack, je me suis retrouvée avec une vidéo de ce qui est censé être mon métier. Alors, je vous en ai mis un petit extrait. Donc, il semblerait que c'est moi. Alors, la ressemblance physique n'est pas frappante pour moi, hein, mais admettons. Et que l'ensemble de ces livres, c'est l'ensemble des données que je vais traiter, qui tombent toutes dans le gros sac du big data. Voilà. Et puis avec ça, quand même, il était bien parti. Hein, il a créé un nouveau mot valise, composé de magie et de statistique, la magistique. Depuis, je suis magisticienne dans ma boîte. Alors c'est sûr que c'est amusant, hein, le côté magique, je peux éventuellement le percevoir, mais ça donne une idée qui est complètement fausse pour les clients et éventuellement pour mon chef de ce que je suis capable de faire.
Alors en fait, non, la data science, malheureusement, ça n'a pas du tout à voir avec la magie. Ce serait cool, mais non. C'est à voir avec toutes les méthodes qui vont nous permettre d'analyser des données et surtout d'extraire la connaissance qui aura de la valeur pour nos clients. Par exemple, nos clients sont des usines qui ont des consommations énergétiques très importantes, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Alors pour eux, c'est de manière assez évidente, c'est intéressant de faire des économies d'énergie. Et c'est ce qu'ils nous demandent de faire, de trouver dans leurs données des potentiels d'économie d'énergie. Le data scientist, c'est assez difficile de définir qui il est, parce qu'en fait, la data science, c'est un terme qui a été répandu en 2012 par le Harvard Business Review, en disant que c'était le métier le plus attractif du XXIe siècle. Alors il y a quand même un peu un consensus sur ce qui compose la partie data science. C'est composé de la partie maths, statistique, la partie computer science et surtout l'expertise métier. Et donc apparemment, je suis une licorne. Pour apporter de la valeur à nos clients, la partie la plus importante et la plus visible du métier, c'est de construire des modèles. Donc on part d'un ensemble de données et en fait on se dit, ces données, elles n'ont pas été générées de manière totalement aléatoire, mais il y a un processus qui se trouve derrière, et notre but, c'est de trouver un modèle mathématique qui va permettre de retrouver ce processus. Donc on va appliquer une fonction sur les données. Donc là, c'est des mots que vous avez probablement déjà entendus, des réseaux de neurones, des forêts aléatoires, du deep learning, qui est particulièrement à la mode. Et à la fin, on obtient des connaissances sur nos données. Alors, le métier du data scientist, c'est pas juste de prendre un modèle sur l'étagère qui a déjà été codé, d'utiliser les paramètres par défaut et de l'utiliser sur les données. Parce que ça, même un développeur peut le faire. Mais le métier du data scientist, c'est de trouver le bon modèle à utiliser, de savoir utiliser correctement ces données, de pouvoir utiliser les bons paramètres en les tunant de manière manuelle ou automatique d'après ses connaissances, et surtout d'être capable d'analyser les résultats, d'analyser les erreurs pour pouvoir ne pas juste garder les chiffres, mais avoir une compréhension et une réponse à la question du client. Parmi les modèles, en fait, tous les modèles sont faux, puisque le processus qu'on imagine et qu'on approxime, et on ne peut pas réussir à le retrouver exactement. Mais certains, même s'ils sont faux, vont être utiles, parce qu'ils vont répondre à nos questions. Et le métier du data scientist, c'est d'être capable de retrouver ces modèles qui sont utiles. Alors, c'est sûr que les modèles, c'est la partie qui est un peu sympa, l'analyse des résultats et tout. Mais en fait, ça emploie que 20% de mon temps, à peu près. Les 80% restants étant occupés par la préparation des données. La préparation des données, c'est un peu long, un peu fastidieux. Ça va concerner la partie de collecte des données, qui peut être par exemple problématique dans le cadre du big data. Ça va être la partie données manquantes. Par exemple, j'ai un compteur dans mon usine qui est tombé en panne, il ne m'a plus envoyé de données. Ça va être le nettoyage des données bruitées, parce qu'on peut avoir des valeurs extrêmes. Mon compteur, il n'est pas tombé en panne, mais au lieu de ne pas m'envoyer de données, il m'a envoyé n'importe quoi. Donc, c'est toute cette partie de nettoyage qui va permettre d'utiliser les données correctement pour faire la modélisation. On va aussi créer des nouvelles données en utilisant des fonctions mathématiques, et c'est là que la connaissance métier du data scientist va apporter de la valeur. Alors je sais qu'en général, j'insiste vraiment sur le fait que je ne suis pas magicienne, et là je vais réinsister une nouvelle fois. Je ne suis pas magicienne parce que s'il n'y a rien dans les données, si mes données au départ c'est de la merde, ce que j'aurai à la sortie, ce sera de la merde aussi. Je n'invente rien, je cherche juste ce qui est présent et qui n'est pas visible au départ en utilisant des outils scientifiques et statistiques. Alors je ne sais pas si aujourd'hui, pour une fois, j'aurais réussi à expliquer mon métier un petit peu mieux que d'habitude. Je sais que de toute manière, j'aurai plein d'autres situations où je dirai ce que je fais dans la vie et les gens n'y comprendront rien. Mais je dois dire qu'il y a quand même quelque chose qui me console dans le fait que les gens ne comprennent rien à mon métier. C'est qu'à la fin, moi, personne ne m'apporte d'imprimante à réparer.
Ah.